Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire de l'Observatoire des politiques culturelles. Je suis Alissane Jandel, je suis responsable de l'animation des communautés professionnelles et je suis avec ma collègue Aurélie Doulmer, responsable de la communication à l'OPC. On est ravis de lancer ce nouveau format pour l'Observatoire des politiques culturelles, donc le 57 de l'OPC. 57 minutes pour aborder un thème d'actualité de politique culturelle avec des professionnels de terrain qui viennent nous partager une expérience, une démarche significative, un projet situé sur un territoire. L'idée est de décortiquer des cas concrets avec différentes entrées problématiques et une montée en généralité qui, on l'espère, viendra vous inspirer et alimenter votre réflexion et vos propres pratiques professionnelles. Les thématiques des webinaires sont en lien avec les numéros de la revue L'Observatoire. Celle-ci est en lien avec le dernier numéro 61, Tourisme et culture, des récits au contre-récits. Je remercie vivement Karine Gonzalez et Delphine Peloux d'avoir accepté notre invitation à témoigner autour de deux démarches. La capitale champêtre de la culture, dans le Trièves, qui est un territoire de moyenne montagne situé au sud de Grenoble, dans le parc naturel régional du Vercors et les fêtes de l'ours, inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, qui se situe dans le territoire du Haut-Vallespire, au sud de Perpignan, en Occitanie, proche de la frontière avec l'Espagne et la Catalogne. Delphine Peloux, tu es coordinatrice de la vie associative et culturelle à la communauté de communes du Trièves. Donc bonjour, merci. Bonjour tout le monde. Et Karine Gonzalez, tu es développeuse de projets culturels pour une structure que tu as créée qui s'appelle Territoire en Culture et tu as aussi été directrice du pays Pyrénées-Méditerranée pendant une dizaine d'années. Voilà, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors pendant ce webinaire d'une petite heure, il sera question de différentes thématiques, hein, de valorisation de l'identité et des pratiques culturelles d'un territoire rural, de patrimoine culturel immatériel aussi, de tourisme de proximité, de coopération territoriale et intersectionnelle, de participation des habitants et des habitantes, et voilà, d'animation d'un territoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de passer la parole à Karine et Delphine, juste préciser le déroulé. On va passer à peu près 45 minutes avec Karine et Delphine pour une présentation de leur démarche et puis une transmission d'expérience. Et puis ensuite, on prendra un temps de rebond avec vous, donc à la fin. La règle qu'on peut se donner, c'est que vous pouvez poser vos questions voilà, sur le fond, sur la démarche et sur les contenus, plutôt dans la partie Q et R. Donc vous avez une option donc à côté de l'onglet Discuter qui s'appelle Q et R, donc questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions ou faire vos réactions au fil de l'eau. Elles seront lues et traitées par Aurélie et on y répondra dans un temps vraiment consacré à la fin du webinaire. Voilà. Maintenant, je vais donner la parole à Delphine et Karine pour nous présenter tout d'abord le contexte territorial et nous faire le récit de ces deux expériences, donc inscription au PCI des Fêtes de l'Ours et capitale champêtre de la culture. Alors Delphine, on va commencer par toi si tu le veux bien. Je vais lancer donc un PowerPoint que vous devriez tous pouvoir voir et puis je t'en prie, tu peux commencer sur le territoire du Trièves. Je partage le PowerPoint. Ouais, merci. Euh, Voilà. Je vais donc, le mettre en plein écran. alors, le Trièves, donc territoire de montagne au sud de Grenoble. Donc voilà, on voit la carte. Le Trièves, c'est vraiment un petit territoire entre Grenoble et Gap, entouré des massifs du Vercors et du Dévoluy. Et puis, on peut voir aussi qu'on n'est pas trop loin du Diois.
Il faut passer un col pour se retrouver dans la vallée du Diois. On a un territoire avec 28 petites communes. Les plus grosses communes font 1500 habitants, voilà, les deux plus grosses communes. Il y a 632 km², territoire de relief. Euh, Au niveau de la démographie, pour faire un petit panorama rapide, hein, on a un territoire rural du coup plutôt vieillissant. Ça fait 4 5 ans qu'on a quand même beaucoup de nouveaux habitants, une grande arrivée de familles et de nouveaux habitants, mais ça n'empêche pas que la démographie reste décroissante. On a un territoire où il y a 2 collèges, mais il n'y a pas de lycée. Donc, on manque de jeunesse. Les 15 25 ans ne sont pas sur le territoire. Par contre, on a pas mal de retraités et des retraités super actifs qui font vivre nos associations, notamment. Ils sont très investis dans la dynamique associative. C'est un territoire agricole. Territoire plutôt de services. Il y a peu d'emplois, mais c'est plutôt des emplois de services. Il y a une édition, une maison d'édition assez reconnue qui s'appelle Terre Vivante sur les pratiques écologiques et le jardinage avec une revue mensuelle. Après, je vais vous présenter le Trièvre plutôt côté administratif. Donc, moi, je travaille pour la communauté de communes, l'intercommunalité qui a un service culture, patrimoine et vie associative et un service tourisme. On travaille ensemble sur une route des savoir-faire qui met en valeur les producteurs locaux, qui permet d'expérimenter des stages, d'aller à la rencontre d'artisans et de producteurs locaux. On a un service culture avec 7 bibliothécaires, un beau réseau de bibliothèques avec une soixantaine de bénévoles, un musée de territoire et un monde associatif et artistique hyper foisonnant, hyper riche, avec un projet culturel qu'on a mis des années à écrire. On a mis à peu près 5 6 ans à l'écrire. Il est sur le site internet de notre communauté de communes. On l'a écrit à notre sauce. Il a été validé en 2019 jusque cette année 2024. Là, on est sur la fin. On va faire le bilan cet automne et on repart sur l'écriture d'un nouveau projet culturel de territoire, cette fois-ci accompagné de la DRAC et de l'Observatoire des poétiques culturelles. Et bien sûr qu'on va le construire et l'écrire avec nos élus, nos acteurs, nos habitants. On a une tradition locale très participative. Depuis les années 90, il y a un service culture avec des agents qui s'occupent de coordination et d'accompagnement de projets et des associations qui sont en demande voilà, de rencontres et voilà, d'avancer ensemble. Et niveau touristique, donc on a de beaux atouts paysagers. On a le fameux Montéguy qui, chez les montagnards ou les alpinistes, est très, très connu. On dit qu'on a un tourisme doux parce qu'on n'a pas beaucoup de grandes stations de ski, c'est des stations plutôt familiales. On dit qu'on a un tourisme bleu, blanc, vert. Bleu parce qu'il y a un lac, le lac du Monténard. Blanc pour la neige qui est de moins en moins présente, mais quand même, avec une station de ski familiale qui s'appelle Grèce en Vercors. Et vert bah, pour ses randonnées, ses alpages. Voilà, il y a beaucoup d'activités pastorales sur le territoire. Et on est entouré quand même des... Pas loin, il y a les stations de ski de Loisan. Il y a le plateau du Vercors aussi qui est pas loin, qui a beaucoup de flux touristiques à gérer l'été. C'est pas toujours évident pour leur service à eux. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi le Diois, qui a des flux touristiques très importants sur les périodes estivales. Et voilà, nous, on est au milieu de ça et on a des élus qui prônent plutôt un tourisme éco-responsable et voilà pour la présentation du territoire. Merci beaucoup Delphine. Merci pour cette présentation du contexte territorial. Karine, le Haut-Vallespire. Alors, le Haut-Vallespire, c'est en Occitanie, plus précisément dans les Pyrénées-Orientales. Alors, c'est ni le sud-est ni le sud-ouest, parce que c'est toujours ce qu'on nous demande, c'est le sud. On voit bien là sur la carte. Donc, on est frontalier avec la région de Catalogne, en Espagne. C'est un élément d'identité très fort. Sur un territoire plutôt rural,
une vallée, la vallée du Tech, et la vallée sur laquelle on se trouve dans le département est structurée en trois vallées. Nous, c'est celle qui est le plus au sud et qui est le long d'une centaine de kilomètres de frontières et qui va de la mer à la montagne ou de la montagne à la mer, de la Côte Vermeille avec des communes, ça vous dit peut-être quelque chose, Collioure, Port-Vendre, Argelès-sur-Mer, jusqu'au contrefort sud du Canigou, qui est notre montagne mythique. Donc tout en haut de cette vallée, territoire de montagne, une communauté de communes, la communauté de communes du Haut-Vallespire, dans laquelle se trouvent les trois communes organisatrices des fêtes de l'ours et porteuses de cette candidature UNESCO. Donc un territoire assez étendu avec moins de 10 000 habitants, une faible densité, une perte de population comme chez Delphine, et une population plutôt âgée et un très fort taux de chômage. Le département ayant déjà un record de taux de chômage, mais ce territoire encore plus. Voilà un petit peu sur. Alors, il y a eu un déclin. C'est une vallée qui vivait quand même pas mal de l'industrie du minerai de fer, mais aussi du textile, de la fabrique d'espadrilles. Donc, il y a des savoir-faire comme ça qui sont présents, qui étaient et qui le sont encore un peu, mais qui ne sont plus générateurs d'emplois aujourd'hui. Mais on garde le patrimoine matériel et immatériel de cette activité industrielle notamment. En termes d'organisation administrative, cette communauté de communes se trouve, donc cette vallée est structurée en pays, une structure de développement local, un territoire de projet depuis plus de 20 ans, donc le pays Pyrénées-Méditerranée. Donc sur cette vallée, on a 58 communes, un bassin de 100 000 habitants à peu près, et quatre communautés de communes, dont celle du Haut-Vallespire. Et en haut de la vallée, la communauté de communes du Haut-Vallespire et celle juste en dessous du Val-Espire ont décidé il y a quelques années de s'organiser aussi en pays d'art et d'histoire. Donc c'est le pays Pyrénées-Méditerranée et structure de développement qui avait porté en son sein ce projet et l'a mise en œuvre en tout cas les premières années. Et ce pays d'art et d'histoire a la particularité d'être transfrontalier. Donc c'était le premier territoire et à ma connaissance à ce jour le seul pour lequel le territoire a attribué ce label à l'échelle transfrontalière. Donc avec une identité patrimoniale matérielle et immatérielle très ancrée sur ce territoire et cette culture catalane. Alors, c'est un territoire qui a été organisé assez tôt, un territoire de projet, donc il y a une habitude de coopération à l'échelle de différentes collectivités, plusieurs communautés de communes, euh, et en partenariat aussi avec les partenaires privés et une organisation d'outils, un peu de gestion ou de sauvegarde comme le pays d'art et d'histoire. En complémentarité des intercos qui étaient plus dans la gestion. Voilà, là, on n'était plus sur des structures de développement. Ça l'est toujours encore un peu. Voilà. Alors oui, les particularités touristiques, c'est le thermalisme et puis le tourisme de nature et le tourisme culturel qui est en développement, notamment à travers ces outils. Alors, pour rappel, donc j'évoquais cette vallée. En bas, on a la Côte Vermeille avec une station balnéaire comme Argelès-sur-Mer. Et pour vous donner un peu une idée, il y a un seul chiffre. Argelès-sur-Mer, c'est 10 000 habitants et l'été, on a 100 000 habitants. Voilà. Donc, il y a un enjeu de dispersion un peu de tous ces visiteurs, visiteuses sur la vallée. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation de vos territoires qui ont des similitudes, qu'on avait pu le découvrir aussi ensemble. On va passer maintenant au récit de la démarche et des expériences qu'on avait envie de valoriser et sur lesquelles on avait envie de vous entendre. Peut-être Delphine sur Capitale champêtre de la culture, raconter voilà l'origine, le contexte de la démarche, de l'expérience et puis les quelques étapes. Qu'est-ce que c'est que cette capitale champêtre de la culture? Alors, d'où ça vient? Donc, c'est une initiative d'un habitant, une proposition d'un habitant, mais pas n'importe quel habitant. Il s'appelle Emmanuel Vinchon. Et, bon, il est nouvel habitant. Il s'est installé en 2017 sur le territoire. Donc,
sur une petite commune qui s'appelle Trémini. Euh, et il fait pas n'importe quel métier, il est conseiller pour les capitales européennes de la culture. Euh, alors, quand il est arrivé sur le territoire, il s'est investi dans le monde associatif et culturel en tant que bénévole. Et là, il s'est dit, mais le monde rural ici, mais c'est foisonnant. Pourquoi on met pas le monde rural un peu plus en avant pour sa richesse artistique, son foisonnement associatif? Et, euh, et au départ, un peu en rigolant, il a dit pourquoi pas faire un pied de nez à ces capitales culturelles européennes? Pourquoi pas faire une capitale champêtre de la culture? Donc l'idée a fait son chemin. Il en a beaucoup parlé à nos élus en premier, hein, de la communauté de communes, aussi du département de l'Isère, voilà, en proposant un label de capitale champêtre de la culture. Du coup, la plaisanterie, petit à petit, commençait à prendre, voilà, à plus être une plaisanterie, quoi, enfin, à devenir vraiment concrète. Et bon, il y a eu un peu le Covid aussi là, dans ces années 2020, mais c'est vraiment en 2022, ça a pris quand même un peu de temps, hein, mais en 2022, donc le président de la communauté de communes du Trièves lance le feu vert, écrit une lettre à Emmanuel Vinchon et lui laisse carte blanche avec le service culture et patrimoine de la communauté de communes pour expérimenter cette capitale champêtre de la culture. Donc, bah voilà, comme je dis, le feu vert était lancé. Il a fallu s'accorder avec Emmanuel Vinchon, ses manières, lui, de travailler en tant que conseiller de grande capitale. Nous, petits territoires de milieu rural, avec nos manières de faire, voilà, il a fallu trouver un terrain commun, accorder nos violons. Et puis, on a établi les règles du jeu, du projet. On a embauché un stagiaire de Sciences Po Grenoble du master direction de projet culturel sur 6 mois pour nous aider à rechercher des partenaires, rechercher des financements, éclaircir les règles du jeu. Donc, on ne parle pas de cahier des charges, on préfère parler de règles du jeu parce que c'est vraiment comme un grand jeu qu'on propose aux communes du territoire. Du coup, une commune peut s'inscrire pour au moins une année. On a défini une période de 4 ans, voilà, pour pouvoir expérimenter déjà au moins sur 4 années. Et la commune qui souhaite s'inscrire doit choisir un thème. C'est souvent un thème qu'elle travaille déjà et qu'elle veut faire connaître aux autres villages, valoriser, mettre en avant. On lui propose de faire un, voire deux partenariats avec d'autres communes du territoire, si possible une commune du sud Trièves et une commune du nord Trièves, parce qu'on a deux bassins de vie. Il y a un côté vraiment plus proche de l'agglomération grenobloise où il y a plus un mode de vie cité-dortoir, même s'il y a aussi beaucoup d'agriculture, hein. Et puis par contre vraiment le sud de Trièves un peu plus isolé. Et du coup, on aime faire des passerelles un peu entre les deux bassins de vie. Voilà, dans les propositions qu'on fait aux communes sur l'année où ils s'engagent sur la capitale champêtre, ils doivent faire au moins un événement avec un banquet pour valoriser la production, les productions locales et l'alimentation locale. Ils doivent mettre en avant un lieu du patrimoine ou une ou deux personnes ou personnages de leur village. On propose de collecter et récolter des récits et de la parole d'habitants. Donc là, on travaille en partenariat avec une association avec qui on est conventionné. Comme ça, tout ce qui est collecté est archivé ensuite dans notre fonds documentaire. Et puis l'intérêt du projet, c'est pas juste de l'événementiel, c'est de laisser trace et de perdurer dans le temps. Du coup, en créant des événements, des expos, des livres, des sentiers, des choses qui puissent rester dans le temps. Mais ça, c'est vraiment les habitants qui le définissent. Voilà, on travaille vraiment avec les conseillers municipaux et leurs habitants, et c'est vraiment eux qui vont créer leur programmation et qui ensuite vont faire des échanges avec les autres territoires. On parle de cadeaux, faire un cadeau d'une commune à l'autre. Voilà, instaurer un peu un système de dons et contre-dons entre communes. Et la communauté de communes, elle, s'occupe de la communication, de rechercher les financements et de la plus-value artistique. On a pas mal de financeurs dans le domaine artistique.
Voilà, on veille à faire travailler les artistes locaux et à aller chercher aussi un peu des artistes extérieurs. Voilà pour la démarche. Hop, pardon, j'avais coupé mon micro. Merci beaucoup pour cette présentation, Delphine. Karine, je te passe la parole Ok. pour les... Vas-y. Alors, avant de revenir sur les étapes du projet, je vais revenir sur le contexte qui est quand même important. C'est la présence de ces structures organisées de coopération que sont le pays Pyrénées-Méditerranée, donc structure de développement local, et le pays d'art et d'histoire. Donc, il y a une habitude à la fois de coopération, mais aussi d'un développement dans une démarche ascendante en partant des ressources territoriales et des dynamiques aussi territoriales. Dans cette démarche et dans l'agilité, la mise en œuvre du projet, c'est un point important. Donc sur ce pays, je le rappelais, on avait, non, je ne l'ai pas dit, on avait participé à un premier appel à projet du Guide du Routard qui lançait une collection de territoires. Et donc à l'échelle des pays et PETR. Et donc en 2016, on avait le Guide du Routard du pays Pyrénées-Méditerranée à l'échelle de la vallée, où on était déjà dans une démarche d'un tourisme de proximité basé sur les ressources territoriales. Guide dans lequel on mettait à l'honneur notamment les fêtes de l'ours, puisque la candidature avait démarré. L'aspect frontalier, je l'ai évoqué. De l'autre côté de la frontière, pas très très loin, à Bergue, il y a les fêtes de la Patoum, qui avaient été inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc il y a deux élus, le président du pays Pyrénées-Méditerranée à l'époque et le maire de Pras-de-Mollot, qui est une des trois communes que n'est pas citée d'ailleurs, Pras-de-Mollot, Saint-Laurent-de-Cerdan et Arles-sur-Tech, qui se disent, bon, les voisins ont été inscrits à l'UNESCO, on a quand même un patrimoine qui vaut le coup, pourquoi pas? Après le projet de pays d'art et d'histoire transfrontalier, on ouvrait cette porte-là. Il y avait un enjeu à fédérer ces trois communes aussi organisatrices des fêtes qui n'étaient absolument pas coordonnées et qui étaient même quelquefois dans des logiques concurrentielles et même pas de concertation sur la date des fêtes de manière à ce qu'elles puissent s'enchaîner. Et l'intercommunalité était naissante dans sa structuration. Donc, ce projet d'inscription des fêtes au PCI à l'UNESCO a été confié au pays Pyrénées-Méditerranée, qui pouvait s'adapter dans les périmètres, dans les formats, avec beaucoup d'agilité, en mobilisant des moyens d'ingénierie et notamment financiers, parce que c'est un travail qu'il a fallu aussi financer. Voilà, donc c'est deux outils importants dans l'histoire. Donc on démarre en 2014, la première étape avant l'UNESCO, c'est l'inscription à l'inventaire national français, puisque pour mémoire ou pour celles et ceux qui ne le savent pas, la candidature UNESCO n'est pas portée par la communauté, mais est portée par l'État dans lequel se trouve le patrimoine. Donc c'est l'État français qui décide de porter tel ou tel patrimoine jusqu'à l'UNESCO. Donc, première étape, 8 mois de travail, d'inscription. Et c'est là où on démarre un travail d'agencement des compétences entre le pays Pyrénées-Méditerranée, le pays d'art et d'histoire, mais aussi une ethnologue, Claudie Voisenat, chercheuse au CNRS, qui vient nous apporter son expertise et son accompagnement et qui sert un peu de courroie de transmission entre le ministère et nous. Voilà, dans la traduction, dans l'approche et dans l'expertise, évidemment. Donc, une inscription et tout ça avec des moyens financiers qu'on arrive à mobiliser, région, département, l'État, mais ça, c'est au niveau des fonds dédiés à la montagne. La DRAC n'est jamais intervenue dans le financement de ce travail-là. Il est venu en apport, enfin, surtout le ministère, pas la DRAC, en accompagnement de façon informelle. Hein, c'était pas du tout un accompagnement formel ni officiel. Alors, décembre 2014, on est inscrit à l'inventaire avec un avis plus que favorable du ministère qui nous dit, ben, pourquoi pas l'UNESCO. Mais tout ça n'est pas encore confirmé. Donc, on a Christian Autain, quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le PCI, qui était à ce moment-là à la direction des patrimoines, qui vient sur les faits constater ce que c'est et puis constater surtout la dynamique des communautés. C'est un point très important. Il arrivait d'un autre territoire avec une candidature beaucoup plus artificielle
Voilà, donc il a été servi d'authenticité. Et donc, il nous a dit, OK, on y va. Donc, je vais accélérer un petit peu. Donc, 3 ans de travail, là, on se lance dans la candidature UNESCO. Une candidature UNESCO, c'est pas que la rédaction d'un formulaire, même si elle est très exigeante. C'est aussi tout un travail d'animation et de mobilisation des communautés locales avec le débat de ce que sont ces fêtes et surtout des allers-retours de confrontation entre des savoirs scientifiques, d'experts locaux, de vécus, des populations et l'ouverture à un réseau à différentes échelles autour de ce travail d'élaboration de la candidature. Donc tout ça nous a pris 3 ans. On passe un grand oral au ministère en octobre 2017 avec un avis technique du comité ethnologique du ministère plus que positif. Donc voilà, j'aimerais beaucoup vous raconter les histoires, comment ça s'est passé, parce que c'était vraiment une belle aventure, mais j'en aurais pas le temps. Et donc un avis très positif. Et quand ça arrive ensuite au niveau du président de la République, parce que c'est le dernier qui décide, eh bien, c'est la Yole de Martinique qui passe. Alors, je dirais pas contre l'avis technique, mais bon, c'était pas les propositions du comité. Bref, on est très déçus et puis surtout, on sait que la voie se ferme maintenant sur une candidature nationale. C'est pas la peine de recandidater, c'est tous les 2 ans, il y aura du monde. Et donc, on nous propose de réfléchir à une autre voie qu'on nous avait proposée déjà, c'est une candidature transnationale, de s'allier à un autre pays. Et donc, on passe quand même un peu de temps à digérer tout ça. Et puis, au bout d'un an, il y a une décision qui est prise de partir avec l'Andorre, donc sur une candidature multinationale. Là, on repart sur 3 ans. Animation, constitution de dossier, et tout ça dure 8 ans pour arriver en 2022, enfin, à une inscription au patrimoine culturel immatériel de ces fêtes dans ce tout petit territoire ultra-rural du bout de la France. Voilà pour la démarche. Sur la partie mise en tourisme de ce patrimoine, elle s'est faite de façon assez naturelle, pas forcément structurée, puisque c'est ce patrimoine qui, tout d'un coup, dans la structuration aussi de la communauté de communes, et puis c'était le moment de la structuration des offices intercommunaux, aussi du tourisme, où là, le premier réflexe, c'était surtout de rester tout seul, de ne pas se mettre avec les autres. On n'était vraiment pas encore sur des logiques coopératives, mais les fêtes de l'ours sont fédérées. Donc, tout d'un coup, le logo des fêtes de l'ours a été créé, a été repris par la communauté de communes, par l'office intercommunal. Et pour vous expliquer un petit peu ce qu'on voit sur ce logo, on voit évidemment une patte d'ours, ça c'est reconnaissable, mais en dessous, en fait, c'est 3 tours à signaux qu'on appelle les tours de Cabrens, qui viennent aussi signifier ce patrimoine naturel qui est aussi important que le patrimoine culturel en termes de valorisation touristique. Et puis, au cours de la candidature, ce patrimoine a pris aussi un peu de valeur à d'autres échelles, à l'échelle départementale et régionale, puisque le département et la région appuyaient financièrement le travail de candidature, mais ont relayé tout d'un coup cette fête, hein, qui était un peu une fête, comment je pourrais qualifier ça? Certains, c'est pas très glorieux. Certains qualifient un peu de d'arriéré, quoi. C'est dans les tout petits villages, on va jamais parce que c'est très loin, c'est à 1 heure et demie de la ville-centre. Et tout d'un coup, il y a un éclairage sur ces fêtes, et notamment au niveau national. Donc, on participe à une exposition au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. On intègre une soirée hyper branchée au musée de la chasse et de la nature sur les fêtes de l'ours où on est vraiment mis à l'honneur. Et là, je vous passerai aussi des histoires, mais c'est aussi des histoires de monde qui se rencontrent. Et enfin, j'en parlerai un peu plus tard, où ça compte aussi. Et puis, donc voilà, ça se structure un peu. Et puis sur la côte, je l'évoquais tout à l'heure, pour terminer, euh, Argelès-sur-Mer, on a un tourisme de masse où les personnes vont du camping à la plage et de la plage au camping. Et en 2015, il y a une étude qui dit, bah là, les gens ont envie, les personnes, les touristes ont envie d'autre chose, un peu d'arrière-pays. Et là, voilà, il y a une possibilité qui s'ouvre aussi sur le haut de la vallée. Voilà, je vais m'arrêter là, cette partie.
Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, donc, on voit il y a là deux démarches de valorisation d'un territoire à travers des identités culturelles et des pratiques culturelles. Moi, j'avais envie de vous interroger sur les conditions de réussite de ces deux démarches, déjà dans un premier temps, avant peut-être d'interroger plutôt les tensions ou quels ont pu être les freins. Peut-être Karine, si tu veux bien rebondir, si tu es d'accord. Mm. Voilà, ça, toute cette démarche qui a duré 8 ans, puis cette inscription PCI autour des fêtes de l'ours. Quelles sont pour toi voilà, les conditions de réussite de cette expérience-là aujourd'hui? Avec le recul, c'est vraiment d'abord une histoire de rencontre. Alors, de rencontre avec ce territoire, ses pratiques culturelles, ses identités, ses habitants, l'entrée, elle est vraiment là. Euh, sur ce patrimoine culturel immatériel qui est vivant et évolutif, porté par des communautés qui sont voilà, une propriété de la communauté qui caractérise le territoire. Et l'idée à la fois de cette candidature, mais aussi de la mise en tourisme de ces fêtes, et j'en parlerai un peu plus après, c'est vraiment rencontrer ce patrimoine-là. C'est aussi tout ce parcours pendant 8 ans, ça a été une rencontre avec soi. Et là, je parle plutôt des habitants et des porteurs des fêtes. Mieux connaître ces pratiques avec un autre regard. On avait des ethnologues. Alors, c'était intéressant parce qu'on était à la fois sujet et objet de recherche. C'est-à-dire qu'ils nous accompagnaient dans la constitution de cette candidature, mais on était aussi observés en tant que communauté en train de constituer cette candidature, donc par deux ethnologues qui nous a filmés et interrogés tout au long et observés tout au long du processus. Et cette démarche et ce regard extérieur, ça permet aussi de questionner ces pratiques, de questionner ce patrimoine dans son caractère évolutif justement et de le confronter, j'en parlerai un peu plus tard, à des questions de société aussi. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant de partir du principe que c'est vivant et évolutif. Et qu'après, il y a deux conditions qui viennent cadrer cette démarche. C'est la sauvegarde, c'est la première raison d'une candidature UNESCO, et la transmission. Mais à l'intérieur de ça, voilà, tout ça peut être très mouvant. Et puis, la rencontre avec les autres. Troisième type de rencontre, et l'ouverture aux autres, que ce soit aux autres villages, parce que je vous le disais, chacun faisait un peu sa fête dans son coin, au reste du département, et donner, apporter un autre regard sur ce territoire. Et puis ensuite, tout s'est ouvert à l'échelle nationale, internationale, avec des rencontres vraiment avec des mondes très, très différents, hein. Quand j'évoquais tout à l'heure la fête dans le Marais au musée de la chasse et de la nature, quand je suis montée avec mes élus du Haut-Val-Espire, c'était un choc des cultures, mais une vraie rencontre pour le coup. Alors, les piliers, donc je pense que vous l'avez compris, c'est l'aventure humaine et la valeur du processus. C'est-à-dire, au-delà des formulaires, de l'inscription, c'est tout ce qui s'est passé pendant ces 8 ans avec un équilibre entre le respect de ce cadre, de toute façon qui est imposé, et une sincérité dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut communiquer de ce qu'on est et dans ce qu'on veut partager. Il y a aussi des limites dont je parlerai tout à l'heure. Et puis surtout, une organisation de tout le monde dans les différentes structures que j'évoquais, le pays d'art et d'histoire, le pays Pyrénées-Méditerranée, les communes, etc. Et chacun, chacune va mobiliser ses réseaux pour enrichir toute cette aventure-là, raccrocher des personnes, des compétences. Donc avec cette envie de sauvegarder et de transmettre, qui est au cœur de la démarche, je le disais. Et dans la transmission, il y a les enfants qui arrivent aussi, les écoles de musique. Tout ce patrimoine s'ouvre à d'autres pratiques professionnelles, amateurs, des artistes qui viennent aussi. Donc c'est la richesse aussi et la diversité des acteurs qui, pour répondre à la question, sont aussi une condition de réussite. Une exigence professionnelle, parce que même si on s'est bien amusé, il fallait quand même travailler très sérieusement à tout ça et donc mobiliser les expertises qu'il fallait, mais aussi développer des compétences à l'intérieur même du territoire. Le pays d'art et d'histoire a structuré des compétences sur le plan de sauvegarde qu'on n'avait pas.
Nous, au pays Pyrénées-Méditerranée, donc on travaillait sur beaucoup de sujets. Le patrimoine, un peu à travers le pays d'art et d'histoire, ben, on a développé des compétences sur le PCI et la gestion de ce type de projet qu'on n'avait jamais, absolument jamais géré. Et voilà, notre pilier facteur de réussite, c'est les moyens financiers. Alors sans ça, on n'aurait pas pu financer toute l'animation nécessaire et indispensable à toute cette démarche. Avec une agilité, une combinaison, parce qu'il n'existait pas de fonds. Je le disais, la DRAC n'a pas donné 1 euro. Ce n'est pas du tout un reproche, hein, mais ce n'était pas leur cadre d'organisation. Donc, on est allé chercher des fonds européens, leaders de la région, de l'État, une combinaison par 2 fois pour l'inventaire et puis l'UNESCO. Voilà, donc ce mélange de cadre rigide, d'agilité, de combinaison de compétences durant ces 8 ans, parce qu'il fallait tenir le coup. Et là, la clé, c'est l'animation, une présence, des réunions, des rencontres, des événements, de la communication, et maintenir ça, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et tout ça, comme je le disais, avec beaucoup de sérieux, avec un fort degré de coopération, mais aussi dans la joie. Parce que si on ne prend pas de plaisir dans cette aventure-là, on ne tient pas 8 ans, quoi, clairement. Voilà, et puis tout ce travail touristique qui s'est structuré et qui a aidé aussi un peu à la candidature, parce que l'idée quand même de l'UNESCO, c'était aussi de mettre en visibilité d'un point de vue touristique, et j'évoquerai plus tard les limites, ce territoire, donc avec des documents de communication, un logo, la création artistique qui venait enrichir aussi un peu toute cette image-là. Voilà, je crois que j'ai fait Merci. mon... Merci beaucoup pour cet éclairage. Delphine, capitale champêtre de la culture, il me semble que la rencontre, le lien, la joie est Mm. aussi au cœur de cette expérience-là. Complètement, on est complètement raccord là-dessus. Nous, les conditions de réussite aussi, donc nous, il y a eu une année vraiment réalisée en 2023. En fin d'année, il y a un COPIL qui s'est créé avec tous les maires qui avaient participé. Il y a eu une symbolique, il y a eu un passage de bâton entre les communes qui avaient participé en 2023 et celles qui s'inscrivaient pour 2024. Donc c'était un bâton de berger, comme on est un territoire avec pas mal de pastoralisme. Et du coup, voilà, chaque année, on passera ce bâton de berger d'une commune à une autre. Et alors nous, bizarrement, un des facteurs de réussite, ça a été aussi la fin du travail avec Emmanuel Vinchon, le créateur, l'initiateur de ce projet. Il a été donc prestataire toute cette année de lancement en 2023. Et en fin d'année, donc le comité de pilotage avec tous les élus des communes participantes, ils ont décidé de continuer le travail sans le prestataire, donc sans Emmanuel Vinchon, sans le créateur du projet pour pouvoir s'approprier entièrement en fait et porter entièrement ce projet. Il y avait besoin que la communauté de communes, voilà, elle se gère toute seule et qu'elle porte toute seule ce projet et que vraiment les habitants se l'approprient. Bon, chose que Emmanuel Vinchon n'a pas mal prise, hein, parce que pour lui, c'était un gage de réussite, parce que le projet, après, prenne son envol et vive sa vie, quoi, sans lui. Euh, donc, il a fallu ça, il a fallu ce portage politique de toute façon de base pour que ça puisse se lancer et marcher. Et après, sinon, bah, on va se retrouver avec Karine aussi sur le terrain favorable pour que ça marche avec ses communes et ses habitants. Le facteur humain, vraiment, ces rencontres qui sont nécessaires. Mais du coup, il y a besoin, en tant que coordinateur, de connaître son public, ses villages, ses habitants, connaître les querelles. Entre villages, les querelles de clocher, les querelles internes au village, c'est toujours bon à prendre et à savoir pour réussir à mettre les gens autour de la table, autour de sujets communs. Euh, voilà, il faut arriver aussi à changer de point de vue, mettre d'autres paires de lunettes pour essayer de comprendre les uns et les autres. Le patrimoine, c'est vraiment l'histoire locale, l'histoire des villages, c'est quand même ce qui rassemble, où on arrive à faire consensus, à fédérer. Euh, voilà, c'était un point quand même qu'on a bien repéré et que maintenant on met bien en avant pour les villages.
Le cadre aussi et les règles du jeu sont hyper importantes. Il faut que ce soit très clair. Et après, il faut aussi quand même garder une certaine souplesse. Comme nous, c'est un projet complètement expérimental. On part un peu des traditions locales aussi, hein. On s'appuie sur le rigodon, sur les comices agricoles, sur des fêtes qui existent déjà. On n'invente pas de nouvelles choses, mais par contre, on les enrichit. Et, hum, et voilà, il faut quand même garder une certaine souplesse, se réajuster, se réadapter selon les villages ou selon le contexte un peu du moment. Et la coordination, et comme tu disais, Karine, l'animation est hyper importante et surtout, il faut qu'elle soit hyper régulière. Par exemple, cette année, on a eu un mois de mai avec entrecoupé de plein de ponts. Donc, il y a pas mal de villages où on n'a pas fait de réunion de tout le mois de mai et tout de suite, on sent que s'il y a un mois où on n'est pas présent, eh ben, il y a un habitant qui va monter de son côté son projet, et puis un autre qui va avoir imaginé autre chose de son côté, et puis après, c'est là où on voit que ça fait des histoires, il y a des incompréhensions. Enfin, il y a vraiment besoin d'être présent, des temps réguliers, des temps de rencontre permanents entre les habitants, entre nous, la collectivité qui accompagne, et les communes et les habitants. Parce que nous, les petites communes ne voient pas toujours d'une belle manière l'intercommunalité qui parfois leur prend leurs compétences. Ou voilà, c'est pas toujours très fluide entre certaines communes et l'intercommunalité. Donc, il y a aussi tout ce travail-là de confiance à mettre en place. Et en effet, d'avoir des scientifiques ou des experts qui sont là présent aussi pour accompagner un bout du projet, c'est très important, ouais, de réussir à avoir la confiance, notamment aussi d'avoir des partenariats, nous là, pour le coup, hors champ culturel, ce qui nous déstabilise parfois un peu parce qu'on connaît moins les autres secteurs agricoles, forêts. Eau, mais comme on a des thématiques de village qui nous amènent à faire des partenariats avec l'ONF, la Fédération de pêche, le commissat agricole, du coup, on cherche des partenariats autres que des partenaires du champ culturel. Et c'est vrai que, par exemple, nous, il y a la Mutuelle sociale agricole, la MSA, qui finance le projet. Et par exemple, pour tous les projets en lien avec l'agriculture, c'est vrai que les agriculteurs du territoire, ils accordent un petit peu plus de confiance aussi quand ils voient qu'il y a des acteurs que eux connaissent, c'est leur partenaire à eux d'habitude. Et là, ils vont être aussi partenaires. De notre projet. Du coup, voilà, il y a tous ces éléments qui font que la sauce va prendre, ou pas pour certains projets, hein, on en parlera après, mais voilà, pour avoir un terrain favorable pour que ça prenne. Merci beaucoup, Delphine. Effectivement, on voit beaucoup encore de similitudes entre vos deux territoires et ces mêmes démarches. Bah, peut-être que tu peux nous parler tout de suite plutôt de justement des tensions. Tu as parlé du rapport entre l'intercommunalité et les communes, par exemple. Comment est-ce que ce type de démarche-là a été perçu et quels sont pour toi comme pour Karine ensuite les points de tension, les problématiques, pourquoi à certains endroits ça n'a pas fonctionné, voilà, ou les freins que tu as pu repérer et pourquoi. Alors, au tout début, quand le projet a été présenté aux élus en conseil communautaire, la première réaction, mais même en parlant aux habitants ou aux acteurs associatifs, nous, la première réaction, ça a été de dire «Oh, ah non, pitié, pas encore un projet de plus. On a tellement déjà d'initiatives, de projets. On a un calendrier sur toute l'année qui est rempli d'événements. Euh, on va pas s'en ajouter encore. Donc là, il fallait du coup un peu expliquer justement la démarche qui n'est pas que événementielle de la capitale champêtre, qui est sur le long terme. Et finalement, le plus important, c'est tout ce qui se passe dans le village entre les habitants. C'est toute la construction et la démarche pour arriver à l'événement ou à la réalisation du projet qui prime, qui est importante et ce qui reste après. Après, on a eu aussi une réaction de beaucoup de maires ou d'élus de dire, «Ouh là là, on veut pas qu'il y ait des flux touristiques ingérables, on veut pas attirer plein de touristes, pas de touristes de masse.
Voilà, donc ça, on l'a bien entendu. C'était pas du tout non plus l'idée de départ, mais il y a vraiment cette peur-là, peut-être le fait de voir les autres territoires à côté d'une autre qui ont du mal à gérer ces flux touristiques. Voilà, il y avait vraiment l'envie que ce soit un projet de proximité, projet de village et inter-village. Après, il y a des communes aussi qui se sentent pas de partir dans le projet parce qu'on est à mi-mandat et on a des élus certains commencent à fatiguer, ils sont moins nombreux. On a des comités des fêtes un peu qui manquent de bénévoles. Voilà, pas mal de communes qui nous disent pas tout de suite, on se sent pas assez fort là de partir dans un projet. Alors qu'au final, c'est parfois là où il y a besoin justement d'aller et là où il y a besoin de remettre du souffle et une dynamique. Voilà. Après, sinon, sur le territoire, de manière générale, la capitale champêtre, comme elle est assez récente, c'est pas quelque chose qui est encore bien compris des habitants. On fait beaucoup d'interventions en conseil communautaire ou en conseil municipal pour expliquer la démarche, mais pour les habitants du territoire, c'est encore quelque chose qui reste flou. Il faut leur réexpliquer. Ils, ils s'imaginent des choses. Enfin, bref, du coup, il y a là la communication qui est vraiment à son importance. Il y a un film qui a été réalisé sur l'année 2023, un teaser. Et du coup, c'est vrai qu'avec des images et du visuel, bah, aujourd'hui, les gens peuvent voir l'ambiance, l'état d'esprit, la convivialité de ces fêtes. On a aussi le titre qui plaît pas à tout le monde, Capitale champêtre de la culture. Nous, au départ, on a pensé que peut-être des personnes ou des communes allaient proposer un autre titre, mais c'est resté comme ça et ça reste. Et voilà, c'est un peu blanc ou noir. Il y a ceux qui adhèrent complètement à cet intitulé et ceux qui détestent et qui trouvent ça un peu trop pompeux. Voilà, donc nous, c'est tout un équilibre à trouver entre la fête de village, l'événement artistique, touristique aussi, mais voilà, il faut... Plein de villages nous disent, vous n'allez pas trop communiquer, on espère, hein, sur l'événement. On va pas gérer s'il y a vraiment trop de monde qui vient à notre fête. Du coup, voilà, il faut quand même qu'on communique sur ce que c'est et ce que ça peut devenir. Mais voilà, tout en jonglant entre cette fête de village et ces événements artistiques. Mm. Merci beaucoup. Justement, peut-être, Karine, tu peux rebondir sur ces craintes éventuelles. Ça faisait partie aussi des éventuelles résistances, des tensions qu'il y a pu y avoir autour de cette inscription au PCI au niveau de l'UNESCO. Oui, oui, tout à fait. On a exactement les mêmes retours tout au long de la candidature, cette peur légitime hein, d'être envahi. Parce que ce qui est paradoxal, l'UNESCO n'est pas fait pour faire de la mise en tourisme, hein. C'est un peu des fois l'objectif premier, mais l'UNESCO, c'est la sauvegarde. Mais effectivement, ça donne un coup de projecteur qui est aussi attendu. Et du coup, cette peur d'être envahi euh, dans une fête qui est reconnue, en fait, parce qu'elle est portée et vécue par une communauté, ce qui est un peu paradoxal du coup, et donc une peur que ça dénature la fête, et une recherche d'équilibre entre l'entre-soi et l'accueil de personnes extérieures, puisque il y a aussi une envie de montrer ce patrimoine et de le mettre en valeur et d'accueillir des personnes, mais c'est comment, où mettre un peu le curseur. Ensuite, il y avait la crainte, et ça c'est aussi la question de, c'est pas un label, mais une inscription, que les pratiques soient trop encadrées. Voilà, donc dans tous les débats qu'on avait, c'était est-ce qu'on va nous obliger à faire la fête comme ci, comme ça? En fait, c'est pas du tout l'idée de l'UNESCO. La crainte aussi d'une mise sous cloche, ce mot patrimoine, la patrimonialisation de ces fêtes, voilà, la peur, oui, d'être mis sous cloche. La confrontation des savoirs, on a toujours des experts locaux, on en avait deux, trois, et puis les chercheurs qui arrivent, et donc tout ça crée du débat. Mais en fait, c'est des points de tension qui créent aussi beaucoup de positifs, c'est-à-dire que ce sont des occasions de débat, ce sont des occasions de mettre sur la table certains sujets.
Et un autre sujet qui a été mis sur la table, c'est le rôle, la place et le rôle de la femme dans les fêtes. Les ours, par exemple, n'étant jusqu'alors que des hommes avec des élections, etc. Et donc, ce sont des fêtes évolutives. Donc, certaines femmes ont inventé de nouveaux rôles dans la fête jusqu'à ce qu'il y en ait une qui s'invite, parce qu'elle n'était pas invitée, à faire l'ours il y a 2 ans dans la fête. Et donc, c'est aussi une occasion, parce qu'il y a une animation, comme le disait Delphine, et un débat, de traiter aussi et de venir raisonner avec des sujets de société. Voilà, et puis après, il y a la vie des projets, quoi, sur un temps long comme ça, les personnes qui quittent les structures qui sont un appui aussi du projet et l'enjeu de maintenir une pérennité aussi en termes techniques et politiques, parce qu'on est bien sur les deux champs. Et puis, bah, je l'évoquais tout à l'heure, une mise en tourisme qui, dans ces territoires, en tout cas dans celui-là, n'est pas si structurée, des stratégies touristiques qui ne sont pas si partagé que ça. Et donc là, il y a quand même des marches encore à monter pour que cette mise en tourisme soit pensée. En tout cas, pour revenir sur la peur d'envahissement, l'idée, c'est de développer les fêtes de l'ours comme marqueur de territoire et pas la fête de l'ours comme l'événement touristique auquel il faut assister. C'est-à-dire que c'est attirer des personnes en dehors des fêtes de l'ours pour venir découvrir ce territoire et ces fêtes par d'autres outils de médiation. Voilà. Merci beaucoup. Alors peut-être avant justement de repasser rapidement au lien avec cette question touristique, puisque c'est aussi ce qui nous anime dans ce webinaire. On s'était dit qu'il était intéressant que vous nous partagiez les bonnes surprises ou les inattendus. Il y a toujours des choses comme ça. On met en place des projets, une démarche, et puis il y a des choses qui surgissent, qui sont inattendues, mais plutôt du côté des bonnes ou des belles surprises que vous avez pu avoir. Peut-être Karine, si tu veux rebondir, je crois que on peut partager, je peux partager l'écran sur quelques photos que tu avais envie de montrer. Oui. Oui, oui, parce que j'ai pas le temps, mais après, il y a des ressources qui vont être mises à disposition. Moi, Oui. visualiser ce que c'est que ces fêtes, à la fois avec les enfants, les hommes et maintenant les femmes et différents personnages. Alors, en 2 mots, bah, la bonne surprise, c'est déjà l'inscription. Franchement, on a été tellement animés par le processus que, puis on savait que c'était lointain, que finalement, je vais pas dire qu'on l'attendait plus, mais presque. Voilà. Après toutes ces aventures-là, donc quand elle est arrivée, c'était vraiment une très bonne surprise. Je l'ai détaillé tout à l'heure, la magie des rencontres et puis l'enrichissement des réseaux et des compétences sur un territoire aussi, ça, c'est vraiment des bonnes surprises. Et des personnes qui viennent tout d'un coup s'intéresser à ça, alors que il y a quand même, voilà, la bonne surprise, c'est la bonne réception de ce patrimoine-là quand on est tout au bout du bout de la France et qu'on a un peu un sentiment, à juste ou à raison, mais de manque de reconnaissance, comme un complexe un peu d'infériorité. Et en fait, c'est aussi toute cette authenticité, et on n'est pas dans le folklore, et cet engagement des communautés qui fait la valeur de ça. Et c'est vraiment une belle surprise et très émouvante de le voir reconnu, voilà, jusqu'à la fin, à la cérémonie pour fêter cette inscription à l'UNESCO. Il y a les 2 personnes qui étaient en direction des patrimoines qui sont venues jusqu'ici pour être avec nous, alors qu'ils n'étaient plus en poste. Voilà, il y a eu un attachement conjoint de beaucoup de personnes à tout ça. Et puis, je le disais, cette mise en débat de sujets importants comme voilà, la place des femmes dans ces fêtes de l'ours. Mhm. Merci. Delphine, tu veux nous parler des bonnes surprises ou des inattendus? Ouais, les bonnes surprises, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est les moins convaincus, que ce soit les personnes ou les communes, qui finalement ont été intégrées au projet parce que ils ont été appelés par la commune d'à côté ou par une autre personne pour participer. Et finalement, parfois, c'est vraiment les plus motivés, les plus actifs du projet. Et puis, les belles surprises, c'est quand un événement, donc là, on voit, il y a eu une soirée dans les vignes, Vignes et Étoiles
où on a observé les étoiles en buvant du vin dans les vignes avec les vignerons du territoire. Et ça, c'est par exemple une soirée qui se renouvelle cette année sans qu'on accompagne rien du tout. Voilà, et ça, c'est les belles surprises, c'est quand les projets continuent l'année suivante. Pareil, il y a une photo là, c'est une image, c'était un grand repas sur un pont entre deux communes. On a coupé la route, le repas était sur le pont. Et c'est les deux comités des fêtes qui se sont mis ensemble pour organiser le repas. Et pareil, ça, c'est des choses qui ensuite se renouvellent et les communes deviennent autonomes. Et voilà aussi, c'est ça qui fait réussite du projet, c'est quand les gens s'en sont vraiment emparés jusqu'au bout. On est vraiment, nous, dans les démarches de droit culturel où c'est vraiment les habitants qui décident de ce qu'ils veulent mettre en place et on les Mais c'est accompagne bien de poser ensuite. la question. Merci beaucoup. Merci. Alors, on s'approche doucement de la fin du webinaire, mais je voulais vous reposer la question du lien avec le tourisme, puisque c'est une des questions qu'on s'était posées au départ avec ces deux expériences et ces labels ou ces démarches d'inscription. Qui derrière arrive sur des questions touristiques. Peut-être, voilà, en 2 minutes chacune, quel lien aujourd'hui avec le tourisme en tant que secteur, en tant qu'activité, et ces liens entre culture et tourisme. Karine, tu veux bien peut-être prendre la main? D'accord. Peut-être je vais repartir du tout début, sans m'y attarder, mais ce territoire entre le tourisme de masse, qui est vraiment un tourisme de consommation, d'espace, de produits, et qui vient envahir pour le coup un territoire, un village, avec une qualité de la relation de l'un à l'autre complètement dégradée, et ce patrimoine culturel immatériel qui vient nourrir une proposition touristique et de rencontre qui est quand même un peu plus à dimension humaine. Voilà. Donc, à l'échelle d'une vallée, on a vraiment cette confrontation des deux types de tourisme. Et vraiment, l'entrée dans ce genre de proposition, d'entrer dans un territoire par son patrimoine culturel et notamment immatériel, c'est de venir aussi habiter ce territoire et d'être un peu habité par ce territoire et non pas venir le consommer. Donc ça revient à cette histoire de rencontre que j'évoquais aussi dans le processus, ces fêtes qui restent un marqueur de territoire, mais pas un événement pour faire de la masse et qui dégrade, voilà, s'il y a trop de monde, non seulement ça dégrade la fête, mais ça dégrade la qualité de la relation aussi. Et ça, c'est quelque chose de très fin. Et de la même façon, un curseur à placer qui, de mon point de vue, doit être l'objet d'un débat un peu permanent dans la progression aussi de la mise en tourisme de ce patrimoine, donc pour que ce soit durable, acceptable, vivable, et surtout que ce territoire reste habitable parce que c'est un territoire qui est vivant et ce patrimoine culturel participe à cette vie sur le territoire. Euh, et il faut aussi sauvegarder ça. Voilà. Et du coup, l'enjeu, bah, c'est évidemment de créer les conditions d'accueil de ce tourisme-là à dimension humaine. Voilà, parce que même si l'idée, c'est que les touristes viennent dans un territoire authentique, il y a quand même des conditions minimales d'accueil aussi, de qualité et de service à, à assurer et très certainement une communication particulière. Et ça, on l'avait beaucoup travaillé pour les fêtes, pour que les personnes puissent comprendre, parce que c'est quand même particulier, dans quoi elles entraient, et de choisir, de consentir à entrer ou non dans la fête, d'être un observateur, observatrice ou participant, participante. Voilà, faire un pas vers l'autre des deux côtés. Merci. Delphine, je crois qu'il y a des enjeux similaires aussi autour du territoire habitable, hein, de l'accueil et d'un tourisme doux et responsable. Oui, oui, on est vraiment aussi sur des envies d'avoir un tourisme interne au territoire, enfin se découvrir d'un village à l'autre. Euh, Garder la dimension humaine, c'est vraiment ça qui est important, mais des touristes extérieurs recherchent aussi ça, d'aller à la rencontre de l'histoire locale, l'histoire du village où ils ont loué leur gîte.
Ouais, ouais. Par contre, nous, au tout début, il y avait l'idée d'un label de la capitale champêtre de la culture, et c'est vraiment pas quelque chose qui est resté. Personne n'en a reparlé, ça a été mis de côté, ça a été effacé. C'est pas du tout ce qui a motivé les gens d'être labellisé, d'être un territoire avec un label. Par contre, peut-être qu'il va revenir plus tard. Peut-être que cette histoire de label va intéresser d'autres territoires. Nous, il y a le parc du Vercors qui nous suit, qui est un partenaire, pas financier, mais il observe la démarche. Et peut-être que d'autres territoires du parc peuvent s'inspirer de la capitale champêtre, peut la tester, souvent sur d'autres formes. On va voir parce que nous, c'est vraiment quelque chose qui est en construction au fil des années. Mais voilà, peut-être que le label n'est pas enterré. Mm. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On a pris un tout petit peu de retard, mais il y a pas mal de questions. Merci que vous avez pu poser au fil de l'eau. Donc peut-être qu'on va en prendre quelques-unes avant de conclure ce webinaire. Oui, alors Aurélie. il y a beaucoup de questions, donc bon, malheureusement, on ne pourra pas toutes les traiter ici. J'ai essayé de faire une sélection. Alors, tout à l'heure, Delphine, tu as parlé de droits culturels. Justement, il y a une question qui a été posée là-dessus. Est-ce que le référentiel des droits culturels est inspirant pour vos deux aventures? Ah bah nous complètement. Déjà notre projet culturel de territoire, celui qui se termine cette année, il était vraiment inspiré des droits culturels et là on a l'impression qu'on le pratique vraiment. Et, et que c'est pas, ça change nos habitudes de travail. C'est vraiment une démarche inhabituelle. D'habitude, on accompagne des projets directement avec des artistes ou des associations qui ont besoin d'être accompagnés. Là, on se retrouve à accompagner une démarche d'habitants qui a un peu qu'on est allé chercher. Mais on met en valeur des choses qu'ils pratiquent déjà. C'est vraiment leur pratique culturelle à eux. Euh, et du coup, c'est vraiment des habitants, des envies des habitants qu'on part et qu'on crée un programme, qu'on crée l'événement. Mais voilà, donc c'est très intéressant. C'est pas toujours évident, hein, comme on l'a vu, mais ouais, ouais, c'est vraiment la base pour Merci. nous. Mm. Karine, tu veux rebondir aussi sur cette question? Je pense que ça fait écho. Faut que tu remettes ton micro. Je disais oui, complètement. À l'époque, voilà, la notion de droit culturel en 2014 n'était pas aussi claire qu'elle peut être aujourd'hui, en tout cas éprouvée. Mais ce qui est intéressant dans toute cette démarche, c'est justement de confronter ces cadres à la fois sur le pays d'art et d'histoire et sur l'inscription à l'inventaire et la candidature UNESCO, ces cadres normatifs avec une vision de ce qui fait culture ou non, et cette proposition d'un patrimoine et de la négociation aussi de notre part, et c'était le cas pour le pays d'art et d'histoire, de faire valoir un patrimoine à cette échelle transfrontalière, par exemple. Voilà, par rapport à une grille de ce qu'est le patrimoine français. Voilà, et c'est ce qui était assez intéressant, je le disais, dans cette qualité du dialogue et des échanges et de la sincérité. On a eu aussi l'ambassadeur de France à l'UNESCO, voilà, où on avait un peu peur parce qu'on nous passait des coups de fil avec le protocole, tout ça. Et en fait, cette communauté a été très sincère avec ce qu'elle est et sa culture, et ça a été reçu. Donc voilà, ça donne espoir sur l'utilisation de ces grilles-là et de faire valoir tous ces types de cultures. Merci. On va peut-être encore prendre une question. Oui, 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 un internaute me faisait remarquer que small is beautiful. Et sur un territoire plus grand, est-ce que le caractère événementiel ne l'emporterait-il pas sur la qualité finalement de la relation entre les personnes? Certainement. Mhm. C'est- En ville, je pense que c'est des projets qui pourraient être des projets à l'échelle de quartier, dans des démarches similaires. Mm. C'est sûr. S- Small is beautiful. Donc Ah je bah vous clairement, propose oui. terminer là-dessus.
parce que voilà, le temps passe. On avait dit 57 minutes. On a un petit peu débordé pour ce premier webinaire. Un grand merci à Karine et Delphine voilà, pour la qualité de vos présentations et ces très très belles démarches. Merci à Aurélie aussi, puis merci à vous d'avoir été quand même assez nombreux à suivre ce premier webinaire. Je vous précise qu'il sera disponible en replay, donc on mettra le lien sur le site de l'OPC, puis vous verrez aussi passer cette information-là sur les réseaux sociaux. Si vous voulez aller plus loin sur la thématique culture et tourisme, je vous rappelle qu'il y a aussi le numéro 61 de la revue de l'Observatoire. Et On peut commander sur le site des PUG. qu'on peut commander sur le site des PUC, des presses universitaires de Grenoble. Et on vous propose aussi, on a fait un Padlet ressources où vous pouvez retrouver le PowerPoint là qu'on a passé, des références sur les deux démarches. Donc je vous le mets dans le chat. Là, vous avez le lien, vous pouvez cliquer, il est en accès libre. Et on a voilà, je vous proposais une colonne aussi avec une section contribution. Donc vous pourrez à cet endroit partager d'autres démarches, d'autres expériences, des initiatives en lien avec cette thématique. Donc l'idée est de voilà d'ouvrir aussi à la contribution. Et on s'est dit avec Aurélie qu'on pourrait aussi éventuellement mettre voilà reposter certaines questions que vous avez posées et auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Et peut-être que si Karine ou Delphine vous pouvez jeter un œil et y répondre dans le Padlet, ce serait super. Voilà, à la clôture du webinaire, votre navigateur s'ouvrira sur une page vers une petite enquête. Donc, merci de prendre quelques minutes pour nous faire vos retours. On en a besoin pour, voilà, pour poursuivre cette démarche de webinaire et les webinaires à suivre. Merci infiniment. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.